Et bonjour, on se retrouve pour un nouveau numéro de Manu refait l'actu. On est en direct ici de l'Assemblée nationale où se tiennent depuis maintenant plusieurs jours les discussions sur le budget. Donc on va parler essentiellement des discussions budgétaires à l'Assemblée nationale, des premiers enseignements qu'on peut en tirer sur à la fois les mauvais projets de M. Barnier, le matraquage social qu'il prépare pour le pays et sur le positionnement du Rassemblement national qui a été source de beaucoup d'enseignements cette semaine. Je vais y revenir. C'est Manu refait l'actu, c'est le numéro 17 et c'est parti. Alors depuis une dizaine de jours ici à l'Assemblée nationale, on débat, on discute, on vote sur ce qu'on appelle le projet de loi de finances de l'année 2025, c'est-à-dire de l'année prochaine, et le projet de loi de finances de la sécurité sociale de l'année 2025, c'est-à-dire le budget de la sécurité sociale. Le budget de l'État, bien évidemment, c'est tout ce qui est de l'ordre des recettes de l'État, et tout ce qui est de l'ordre des dépenses de l'État. Les dépenses de l'État, c'est en particulier, bien sûr, les dépenses dans les différents ministères. Les recettes, eh ben, c'est tout ce qui est relatif aux impôts, à la manière avec laquelle ils sont organisés, aux réductions d'impôts qui sont parfois accordées, au taux de TVA sur telle ou telle catégorie de produits. C'est tous ces débats-là et tous ces sujets-là que nous discutons. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est tout ce qui est relatif à la sécurité sociale, aux cotisations, aux droits des travailleuses et des travailleurs, aux retraites par exemple, à l'assurance maladie. Tout ça, c'est dans le budget de la sécurité sociale. Ces débats, ils ont commencé d'abord en commission des finances pour le projet de loi de finances, commission des affaires sociales pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale, et maintenant, depuis plusieurs jours, ils ont lieu dans l'hémicycle. Les points de départ, le point de départ du budget de Michel Barnier, on le connaît. Michel Barnier nous dit les déficits se sont envolés ces dernières années et donc il faut faire 60 milliards d'euros d'économies. Et il nous dit ces 60 milliards d'euros d'économies, on va faire 20 milliards par des nouvelles recettes pour l'État et 40 milliards en réduisant les dépenses de l'État. Ça, c'est sur le budget de l'État. Ce que ne dit pas Michel Barnier, c'est que si aujourd'hui la situation du déficit en France s'est très largement dégradée, y compris par rapport aux prévisions qui étaient celles du gouvernement de Mme Borne puis de M. Attal l'année dernière, c'est parce que depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, l'État a multiplié par l'intermédiaire du président de la République et de ses gouvernements, a multiplié les cadeaux fiscaux aux plus riches, aux grandes multinationales, a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, a accordé par exemple des réductions de cotisations sociales sur les grandes entreprises, a accordé des baisses de l'impôt sur les grandes multinationales. Bref, tout un paquet, une série de cadeaux aux grandes entreprises, aux plus riches, qui en fait se sont traduits par le fait que l'État a tout simplement renoncé à 60 milliards d'euros de recettes. Par rapport à 2017, l'État a renoncé à 60 milliards d'euros de recettes et aujourd'hui on nous dit qu'il manque 60 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Je traduis, M. Macron a vidé les caisses pour distribuer des cadeaux aux plus riches et aux grandes multinationales et maintenant il vient nous voir, il vient vous voir, vous, les Françaises, les Français de manière générale et il vous dit c'est à vous de payer la facture des cadeaux qu'on a fait aux plus riches. Et donc Michel Barnier nous dit on va augmenter les tarifs de l'électricité, on va faire en sorte de reporter la revalorisation automatique des retraites. Normalement, les retraites sont revalorisées chaque année au 1er janvier en fonction de l'inflation. On va reporter ça pour 6 mois. Michel Barnier nous dit il faut faire des économies, donc on va supprimer 4000 postes d'enseignants dans le ministère de l'Éducation nationale. On va réduire le budget du sport, on va réduire le budget des Outre-mer. On ne va pas financer l'hôpital public au niveau auquel on aurait besoin de le financer quand on sait qu'un service d'urgence sur 2 a été à l'arrêt pendant l'été. Michel Barnier vous dit on a fait beaucoup de cadeaux aux plus riches et maintenant c'est à tout le monde de payer le prix de ces cadeaux qui ont été distribués aux plus riches. Et tout le débat que nous avons à l'Assemblée nationale depuis maintenant plusieurs jours, eh ben nous disons non. Nous disons si vous voulez réduire le problème de déficit, si vous avez besoin de 60 milliards d'euros de recettes nouvelles, eh ben on vous propose des amendements permettant de faire reposer l'effort sur ces 60 milliards d'euros sur celles et ceux qui en ont les moyens. Et donc, par exemple, nous avons déposé un amendement pour introduire ce qu'on appelle la taxe Zuckman sur les milliardaires. C'est une taxe sur le patrimoine. Il s'agit de dire que les 147 milliardaires qui ont du patrimoine en France, toute la fraction de leur patrimoine au-dessus d'1 milliard d'euros, on met une taxe de 2%.
une taxe de 2%, c'est très raisonnable, sur leur patrimoine. Ça, par exemple, juste cette mesure, ça permet de faire rentrer dans les caisses de l'État entre 13 et 14 milliards d'euros. C'est quasiment 20%, 25% de l'effort que Michel Barnier nous demande de faire. Ensuite, nous avons proposé de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Il a été supprimé par Emmanuel Macron. On nous a dit, si on supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va avoir un impact positif sur l'économie. Il nous disait, c'est la théorie du ruissellement. Si on fait des cadeaux aux plus riches, ça va ruisseler sur tout le monde et tout le monde va en profiter. Bon, la vérité, c'est qu'il y en a qui en ont profité, c'est vrai. C'est les milliardaires dont je suis en train de parler, qui ont vu leur patrimoine doubler. C'est les dividendes qui ont été versés aux entreprises du CAC 40 qui ont atteint un record historique. Ça, oui, eux, ils en ont profité de la politique d'Emmanuel Macron. Mais après, nous tous, le plus grand nombre, celles et ceux qui travaillent, qui galèrent pour vivre, qui galèrent pour finir les fins de mois, qui galèrent pour se nourrir, qui galèrent pour se soigner, ils ont encore plus de difficultés, il y a encore plus de pauvres, le pouvoir d'achat a baissé. Bref, la conséquence de la politique d'Emmanuel Macron, ça a été des cadeaux et du bonheur pour une petite minorité et beaucoup de malheur pour une grande majorité. Donc nous proposons des amendements pour faire peser la charge sur celles et ceux qui en ont les moyens, sur celles et ceux qui en ont beaucoup profité et qui peuvent partager. Taxe sur les milliardaires, rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, mise en place d'une taxe sur les super profits pour les grandes multinationales qui, en particulier après le Covid, ont profité de la situation pour se faire des profits qui sont des profits gigantesques alors que ça a été difficile pour tout le monde. Et nous avons fait la démonstration au cours de ces débats, en faisant voter des amendements par une majorité de députés présents à l'Assemblée nationale. Nous avons fait la démonstration que nous étions capables de générer 60 milliards d'euros de recettes nouvelles sans demander des efforts à l'intégralité des Françaises et des Français, et en faisant reporter ces efforts sur la petite minorité des plus riches, de celles et ceux qui profitent largement de la situation. On a fait cette démonstration. Les discussions sur le budget ne sont pas terminées, mais on sait déjà, sans doute, que le Premier ministre Michel Barnier s'apprête à la fin à utiliser le 49.3, c'est-à-dire à venir balayer d'un revers de la main l'ensemble des propositions d'amendements que nous avions réussi à faire voter. Donc sur les plateaux de télévision, ils vous disent, est-ce que vous êtes prêts à faire des compromis? Est-ce que vous êtes prêts à amender le budget? Est-ce que vous êtes prêts à le discuter? Donc on dit oui, on est prêts, regardez, on le fait, on dépose des amendements, on répond à la question posée par Michel Barnier, il faut 60 milliards d'euros de recettes nouvelles, on lui propose 60 milliards d'euros de recettes nouvelles, mais il a l'intention de balayer tout ça d'un revers de la main, non seulement pour protéger ses amis les riches et les milliardaires, mais ensuite pour faire reposer l'effort sur vous, et donc pour rétablir ce que nous avons réussi à supprimer dans le débat à l'Assemblée nationale, par exemple l'augmentation de la facture d'électricité, par exemple le report de la revalorisation des retraites. Ça, c'est des choses qu'on a réussi à battre. Et il s'apprête à le remettre par l'intermédiaire d'un 49.3, peut-être pas tout de suite, peut-être dans plusieurs semaines, mais en tout cas, c'est sans doute ce qui est promis ensuite à ce budget. Et il est clair pour nous qu'à la fin du fin, si le gouvernement de Michel Barnier utilise l'article 49.3 pour passer son budget, il y aura une motion de censure, il y aura la volonté de renverser ce gouvernement tout simplement pour faire obstacle à ce budget. On le fait sur le budget de l'État, on le fait aussi sur le budget de la sécurité sociale, et là la logique est la même. C'est celle du ministre Kasbarian, là il travaillait dans des cabinets de conseil, et qui propose maintenant de s'attaquer aux fonctionnaires, c'est-à-dire que quand un fonctionnaire est malade, aujourd'hui il a ce qu'on appelle un jour de carence, et il propose de passer à 3 jours de carence. Un jour de carence, ça veut dire que si vous êtes en arrêt maladie, le premier jour il n'est pas pris en charge, c'est vous qui le payez. Avec 3 jours de carence, ça veut dire que si vous vous arrêtez pendant 4 jours, les 3 premiers jours, ils sont à votre charge, c'est plus de 200 € que vous allez perdre si par exemple vous êtes obligé de vous arrêter pendant 4 jours parce que vous avez une grippe ou une crève et que vous ne pouvez pas aller travailler pendant quelques jours. Et au service de ce discours, il y a toujours cette idée que finalement, les fonctionnaires en France, ils ne seraient pas vraiment malades quand ils ne vont pas travailler, ils feraient des faux arrêts de travail pour pouvoir ne pas aller travailler, qu'il n'y aurait pas de souffrance au travail, que ce seraient des profiteurs et que, c'est l'argument qu'ils utilisent, il faudrait aligner le système sur le privé. Mais c'est un argument qui est mensonger, parce que si effectivement, dans le privé, théoriquement, les jours de carence, c'est 3 en cas d'arrêt maladie, en vérité, il y a bien souvent, et ça concerne environ 2/3 des salariés, des conventions collectives, et dans ces conventions collectives, les jours de carence, ils sont pris en charge. Alors ça ne veut pas dire ça, ça ne veut pas dire que les conditions de travail dans le privé sont superbes, parfaites et qu'elles ne sont pas bonnes dans le public. Mais si on veut de l'égalité
si on veut aligner, soi-disant, les conditions de travail du public et du privé, pourquoi on serait obligé de les aligner sur les modalités qui sont les plus défavorables aux salariés? On peut aussi dire, si on pense que ça fonctionne bien dans le public et qu'il n'y a pas ces 3 jours de carence, alors pourquoi on ne revient pas sur les 3 jours de carence dans le privé pour les aligner sur le public si on pense que ça est plus favorable pour les salariés? Pourquoi l'alignement se ferait toujours de manière la plus défavorable? Donc c'est une mesure qui est injuste, qui stigmatise les fonctionnaires de manière inacceptable et insupportable. C'est une mesure qui est absurde si vous voulez bien y réfléchir quelques instants, parce que la vérité c'est que si pour des raisons financières, quand vous avez une maladie qui est une maladie légère, vous n'êtes pas très en forme, vous avez une petite grippe. Mais si vous n'avez pas les moyens ce mois-là de vous priver de 200 ou 250 € sur votre salaire, qu'est-ce que vous faites? Vous allez travailler malade. Et quand vous allez travailler malade, d'abord la maladie, elle peut s'empirer, elle peut se transmettre à d'autres. On parle notamment d'emploi dans la fonction publique. Bien souvent, on est au contact d'usagers. Quand on est à l'éducation nationale, quand on est dans le ministère de la Santé, quand on est dans un certain nombre de collectivités locales, territoriales, on est au contact du public. C'est un risque de transmettre aussi la maladie. Et donc, d'un point de vue sanitaire, c'est absurde. On a plutôt intérêt à ce que les gens, quand ils sont malades, ils s'arrêtent immédiatement, qu'ils puissent se soigner assez rapidement et ensuite, ils peuvent reprendre le travail en bonne santé. Cette mesure-là, elle est dangereuse. Elle va pousser au contraire les gens à aller travailler malade. Et puis surtout, c'est une mesure qui tape à côté du problème. Parce que si on pense qu'il y a trop d'absence au travail, qu'il y a trop d'arrêts de travail dans la fonction publique ou dans le privé d'ailleurs, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont malades parce qu'il y a des virus, mais il y a aussi des gens qui sont malades parce qu'il y a une souffrance au travail, parce que les emplois, les financements des services publics ont été très largement amputés ces dernières années, et que quand vous allez par exemple rencontrer les personnes qui travaillent dans un hôpital, vous voyez bien que la souffrance au travail, elle est partout. Elle est partout parce que vous êtes en train de courir, que vous êtes en sous-effectif, qu'il y a des gens qui sont malades dans l'hôpital et que vous voulez vous en occuper de la meilleure manière possible, mais vous êtes obligé de courir d'un lit à l'autre, de faire le travail de 1, de 2, de 3 personnes. Et ça, faire le travail de 1, de 2, de 3 personnes, au bout d'un moment, vous n'y arrivez pas, vous tenez pas, vous êtes en burn-out, vous êtes fatigué et vous avez un arrêt de travail. Donc au lieu d'essayer de dire que c'est de la faute des gens, si parfois ils peuvent pas venir travailler parce qu'ils sont malades, il vaut mieux se poser la question de savoir comment on fait en sorte qu'ils soient moins malades, et donc comment on fait en sorte de lutter contre la souffrance au travail, et c'est certainement pas avec ce type de mesures qu'on va le faire. Et ça s'inscrit dans le discours traditionnel des libéraux, des réactionnaires, de ceux qui nous dirigent depuis des années et des années, qui considèrent que de toute façon, quand il y a un problème, c'est toujours de la faute des salariés, et qui, quand ils veulent modifier le droit du travail, c'est toujours pour le dégrader, jamais pour le renforcer, qui parlent jamais des problématiques de souffrance au travail, qui parlent jamais des problématiques d'accident du travail, qui parlent jamais de tout ça. À chaque fois, quand on parle en particulier des fonctionnaires, c'est pour dire qu'ils coûtent trop cher, sans jamais valoriser le travail qu'ils font. On les a applaudis pendant le Covid parce qu'on était bien contents d'avoir des gens qui allaient travailler pour prendre en charge les gens qui étaient malades. On a eu quelques applaudissements le soir à 20h, mais une fois que les applaudissements ont été terminés, on reprend sur les mêmes discours de d'habitude pour dire que ces gens-là nous coûtent trop cher, qu'ils vont pas suffisamment travailler, alors que tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Donc c'est tout simplement insupportable et inacceptable, et ça fait partie des mauvais projets que nous allons battre aussi, je l'espère, dans la suite du débat à l'Assemblée nationale, notamment sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Voilà, ça c'est l'état auquel on est aujourd'hui, à laquelle on est dans les débats sur le budget. Ce qui est intéressant d'observer, au-delà de tout ce que je vous ai dit sur le fond, d'abord c'est que la Macronie est à la dérive, elle est en déliquescence. On a assisté la semaine dernière dans la discussion sur le budget à quelque chose d'ubuesque, c'est que les soutiens du gouvernement, c'est-à-dire les députés des groupes macronistes et du groupe des Républicains, étaient quasiment totalement absents de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les statistiques ont été publiées, ils étaient entre 15 et 20% de présence. Donc ils ont complètement déserté, ils ont lâché l'affaire. C'est censé être leur gouvernement qui propose ce budget, mais ils sont même pas là pour le défendre. À l'inverse, on a assisté à une surmobilisation, une mobilisation importante de la France Insoumise, qui a été le groupe le plus présent. Et toutes les victoires dont je vous ai parlé tout à l'heure, les choses qu'on a pu faire voter, les amendements qu'on a pu gagner, ça a été grâce à la mobilisation des Insoumis qui ont été présents, de tous les groupes qui ont été le plus largement présents. Et ça, c'est la preuve que vous pouvez compter sur les députés insoumis pour faire le travail pour lequel vous les avez élus. Et puis la troisième observation très importante à laquelle on a assisté la semaine dernière, c'est que de plus en plus, le Rassemblement national tombe le masque. Et qu'en fait, c'est la béquille totale de la Macronie. On le savait déjà parce qu'ils n'avaient pas voulu
censuré le gouvernement de Michel Barnier. Donc c'est eux qui ont permis au gouvernement de Michel Barnier de voir le jour. S'ils l'avaient censuré, le gouvernement de Michel Barnier ne serait déjà plus là. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu permettre que la motion de destitution du président de la République puisse être examinée à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, personnellement, s'y est opposée. Ce qui fait que la motion de destitution, elle a pu être examinée en commission, mais elle n'a pas pu être examinée en plénière de l'Assemblée nationale. Ça aussi, c'est de la faute de Marine Le Pen. Et pendant toute la discussion budgétaire, les députés du Rassemblement national sont venus pour faire obstacle aux propositions que nous faisions, nous, le nouveau Front populaire, et pour défendre les mesures du gouvernement. Ils ont voté avec les macronistes contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ils ont voté avec les macronistes contre le fait, par exemple, d'augmenter la contribution exceptionnelle qui va être demandée cette année aux grandes entreprises. Ils ont voté avec les macronistes contre l'augmentation de ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire l'impôt, le prélèvement forfaitaire unique. C'est un impôt unique pour les revenus du capital. Quand vous payez de l'impôt sur le revenu, sur vos revenus du travail, il y a un barème, et en fonction de l'ampleur de vos revenus, vous payez plus ou moins beaucoup d'impôts. Si vous avez peu de moyens, vous ne payez pas du tout d'impôts. Si vous en avez un peu, vous payez première tranche, deuxième tranche, troisième tranche. Si vous avez beaucoup d'argent, théoriquement, vous êtes censé en payer beaucoup plus. Depuis Emmanuel Macron, sur les revenus du capital, c'est-à-dire ce que vous recevez en dividende, par exemple, et là, vous avez un taux fixe, un taux unique. C'est-à-dire que vous ayez gagné un tout petit peu, que vous avez gagné beaucoup, vous allez payer la même quantité d'impôts sur les revenus du capital. Nous, on proposait de supprimer la flat tax, ils n'en ont pas voulu, c'est-à-dire de revenir à une imposition qui soit par tranche, comme pour l'impôt sur le revenu, ou au mieux, au pire, comme repli, au moins pour avoir ça, d'augmenter le taux de cette flat tax. On a proposé de l'augmenter, on l'avait voté en commission, le Rassemblement national avait voté à ce moment-là. Quand on est arrivé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, avec les macronistes, ils ont voté contre pour l'empêcher. Et on a assisté à ça tout au long de la semaine, c'est-à-dire que petit à petit, le Rassemblement national est devenu les protecteurs des intérêts de la Macronie, du gouvernement de Michel Barnier, qu'il protège pour s'opposer aux propositions de bon sens que défend le nouveau Front populaire. Une nouvelle démonstration a été faite sur ce sujet la semaine dernière, et on sait qu'il se prépare encore à les protéger sur la suite des débats budgétaires. On verra ce que ça donnera, mais ils ne veulent pas de motion de censure, parce que s'il y a une motion de censure, ils sont obligés de renverser le gouvernement, ils ne veulent pas le faire. Bref, leur vrai visage est apparu au grand jour. En ce qui nous concerne, nous continuons la bataille. Nous avons réussi à faire voter, je l'ai dit, beaucoup d'amendements. Le débat va se poursuivre encore pendant plusieurs jours à l'Assemblée nationale. Sans doute qu'en dernier ressort, le gouvernement va utiliser l'article 49.3 de la Constitution. Alors nous déposerons une motion de censure avec l'objectif de faire tomber le gouvernement. Nous avons décidé d'inscrire dans notre niche parlementaire qui va avoir lieu à la fin du mois de novembre, d'abord l'abrogation de la réforme des retraites, la vraie, pas la fausse comme a essayé de le faire croire le Rassemblement national dans sa propre niche parlementaire. Ça aura lieu le 28 novembre. Nous avons aussi décidé d'inscrire dans notre niche parlementaire la motion de destitution du président de la République pour que le débat puisse enfin avoir lieu sur ce sujet à l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, le 28 novembre, c'est encore dans quelques semaines. On aura l'occasion de se reparler d'ici là. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de tout ça. Je compte sur votre mobilisation pour faire savoir, pour faire connaître, pour partager cette vidéo, pour vous abonner sur la chaîne YouTube. C'est comme ça aussi qu'on peut s'informer sur ce qu'il se passe, sur les mauvais coups de ce gouvernement et sur l'action de la France insoumise et du nouveau Front populaire pour les empêcher. Allez, bye bye, bonne soirée.